On va continuer avec Jean-François. Donc Jean-François, je te présente plus, tout le monde te connaît. Non, c'est pas vrai. C'est bien de se situer quand on parle. Donc tu es expert en politique culturelle, auteur et enseignant. Tu as... Ah, c'est toi qui me l'as dit, non? Tu as dirigé notamment le CNAC, le Centre national des arts du cirque. Tu as été DRAC aussi. Et tu as récemment coécrit avec Bernard Latarger l'ouvrage Pour une politique culturelle renouvelée, publié aux éditions Actes Sud. Commencé avant la pandémie, vous y évoquez notamment la fracture culturelle française et déplorez son aggravation. En quoi, selon toi, l'itinérance artistique participe à la réduction de l'inégalité territoriale et fait face aux enjeux sociétaux et écologiques d'aujourd'hui? Eh bien, ça marche, ça? Ouais, on t'entend. Et bien sûr, en 10 minutes. Exactement, ouais. Facile, hein? Voilà. D'abord, ouais. première chose, c'est la première fois que d'abord, nous entamons le long processus des États généraux. Donc, effectivement, c'est une ouverture, il faut le prendre comme tel. C'est la première fois que j'entends ton esquisse de définition. J'ose te dire sans flagorner qu'elle est formidable, que j'espère qu'on peut la lire et la relire quelque part, et que c'est de mon point de vue, une excellente introduction. Et merci de cette remise en perspective de la relation dans la longue durée avec ce qu'a été le théâtre forain et tous les entresorts, parce que le théâtre forain, c'est le théâtre, mais toutes les formes de divertissement spectaculaire qui ont pu se développer, en particulier à la charnière du 19e et du 20e siècle. Je vais revenir, moi, sur une expérience qui a été évoquée tout de suite, peut-être parce que, mais vous m'arrêtez tout de suite si vous dites ça va, on connaît tous ça par cœur. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous ça par cœur. C'est l'éphémère expérience du théâtre national ambulant inventé par Firmin Gémier entre 1911 et 1912. Pourquoi ça ne va pas plus loin? Tout simplement parce qu'il fait faillite. Donc effectivement, est-ce un modèle soutenable et recommandable puisqu'il a fait faillite? C'est en tout cas un marqueur essentiel de la naissance même de deux choses. De fondamentalement l'inscription du théâtre dans une problématique d'exercer une fonction démocratique et donc d'être accessible au peuple. Le théâtre est populaire à l'époque, d'ailleurs il est très largement populaire, mais le théâtre est populaire sans avoir besoin de l'affirmer. Et dans un moment même où il s'agit de se préoccuper de la réalité, de la présence de cet art, donc très populaire, sur l'ensemble, on dirait aujourd'hui, du territoire national. Donc, qui est Firmin Gémier, rapidement, ça a été dit, il dirige le théâtre Antoine, que son fondateur lui a transmis. Et ça aussi, c'est tout à fait important dans l'histoire même de la volonté à la fin du 19e siècle de faire renaître un théâtre d'art par rapport au divertissement que représente le boulevard. Vous savez sans doute pourquoi pourquoi le boulevard haussmannien est appelé le boulevard des Italiens. Tout simplement parce qu'il y avait là partout des baraques qui étaient des baraques tenues par des équipes du théâtre italien et en particulier de la Commedia dell'arte. C'est pour ça qu'on appelle le boulevard du Faubourg du Temple, le boulevard du crime, parce que tout simplement on passe face à quantité de façades où forcément si on entre, ici il y a forcément un crime ou je ne sais pas quoi, parce que c'est la multiplication de ce théâtre, on dira, dévoyé, populaire, celui du Second Empire. Donc il y a eu cette volonté de faire réapparaître une exigence artistique, d'une certaine manière sans le nom d'Antoine, fondateur, on serait sans doute les uns les autres absolument pas là. On serait passé historiquement à autre chose. Enfin, on peut le prédire. Donc, qui est Gémier? Il est au théâtre Antoine. Il reprend cette flamme. Il a en face de lui aussi les théâtres nationaux, qui sont les théâtres subventionnés, les institutions, emploie-t-il déjà l'expression. Et en 1905, il pense déjà l'expérience qui mettra du temps à maturer, ce théâtre national ambulant, avec cette formule que je vous laisse méditer, je la citais tout à l'heure à Olivier, il disait déjà à cette époque, les institutions ont créé un fossé entre l'art et le peuple. Méditez
Mais c'est vrai que cette préoccupation était donc là. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a vu, il a regardé de très près l'évolution du cirque. Qui, grâce au Barnum, Barnum and Bailey, c'est une grande aventure américaine, mais le Barnum, c'est la toile, hein, donc portent désormais leur maison de spectacle sur le dos, ce qui n'était pas le cas auparavant, et va décider donc de la construction confiée à des ingénieurs, notamment des gens de l'équipe d'Eiffel, la construction d'un théâtre mobile, itinérant, de 1650 places. 1650 places, parce qu'il a la préoccupation, bien évidemment, que le prix de place soit le plus bas possible pour ne pas créer une discrimination économique. Et va donc, d'une certaine manière, et c'est symboliquement, l'inauguration aura lieu le début juillet 1911, installé sur l'esplanade des Invalides, devant en gros, le gouvernement tout entier affirmait donc que face aux institutions, il y a quelque chose de différent et que ce quelque chose va se mettre en route dans l'ensemble des régions. L'essentiel de ces représentations auront lieu dans le nord-est de la France, mais allez regarder Théâtre itinérant, je devrais peut-être m'arrêter, ça suffit, il y a suffisamment de signes sur Internet, mais j'insiste là-dessus, c'est un élément fondateur, c'est le premier élément de la décentralisation. Il va faire faillite déjà en 1911, il va être sauvé parce qu'il va recevoir une subvention exceptionnelle des parlementaires de ces régions, parce que c'est, j'oublie de dire l'essentiel, c'est un triomphe, 1650 places, et on se bouscule parce qu'à chaque représentation, il y a souvent au-delà de 2000 personnes qui prétendent entrer dans le lieu. Imagine-t-on ça? Et les gens, voyant que leur théâtre, pour une fois qu'ils avaient un théâtre, tu vous avais dit aussi, toi tu as dit tout à l'heure quelque chose d'aussi formidable, vous imaginez ce que ça veut dire quand une structure de 1650 places apparaît là, dans l'espace public, cette modification de la perception du paysage, de l'urbanisme, de la relation de la société elle-même à elle-même. Bon, je ne vais pas plus loin. Ils ont fait un tel foin que les députés se sont bougés et ont versé une subvention exceptionnelle en 1911. Il a recommencé en 1912, mais en 1912, il a fait faillite, ils ont dit là c'est bon, alors qu'ils n'avaient pas compris une chose, c'est qu'il avait sans doute besoin pour perdurer justement d'un concours financier. Mais je dis bien que c'est la première existence d'une subvention à une entreprise de spectacle qui a eu lieu dans l'histoire contemporaine en France. Donc, pourquoi l'itinérance par nature, je dirais, a disparu au cours du temps? Lui-même, une fois qu'il a fait faillite, on va le retrouver fondateur du Théâtre national populaire sur la colline de Chaillot, c'est-à-dire entrer dans des murs. Voilà le premier aspect de ce que je voulais vous dire. Forcément fragmenté, cassé, mais le sablier tourne. Théâtre national ambulant, moi, m'occupe l'esprit depuis des années et des années. C'est une référence absolue pour qui se préoccupe de la construction des politiques culturelles en France. Deuxième chose que je veux dire, là j'entre dans le contemporain, il est bien évident que tout le monde a pris conscience que la politique culturelle publique qui s'est construite sur la question de l'urbain, de la ville, de l'évolution de la ville, que ce soit Malraux ou que ce soit Lang, ne peut plus ne pas se préoccuper non seulement des périurbaines, mais de l'étalement urbain et dans la ruralité, urbanité que constituent aujourd'hui ce qu'on appelle les territoires, qu'il n'est pas possible de continuer à ce que, d'une certaine manière, la relation à l'art soit à ce point présente dans les cœurs urbains et aussi absente lorsque l'on s'en éloigne. Et en même temps, les établissements, et en même temps, surtout, en particulier les établissements labellisés, ont vu transférer leur charge, je dirais, des communes aux intercommunalités. Donc l'intercommunalité fait qu'à un moment donné, sur un territoire donné,
il est demandé à chaque scène nationale, la directrice de Foix est là et on parlera tout à l'heure, de ne pas seulement rester dans ses murs, mais de faire en sorte que le public de chaque, enfin, la population, avant que ce soit des publics, la population de chacune des communes de cette intercommunalité puisse bénéficier de quelque chose. Donc voilà un premier mouvement d'itinérance, entre guillemets, qui part d'un centre et qui va proposer des spectacles dits tout-terrain, faits pour évidemment entrer dans des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle. Alors, je ne vous déroule pas la plotte, vous la connaissez, sans parler évidemment des arts, des œuvres qui se présentent dans l'espace public. Mais d'une certaine manière, ce sont forcément des formats restreints, puisqu'il faut entrer dans une bibliothèque, un gymnase, que sais-je, bref, dans des endroits, dans un établissement scolaire, dans des endroits qui ne sont pas faits pour ça. Ce que je voudrais porter ici, mais je ne vais pas avoir le temps de le développer, c'est une chose, moi moins bien gérer le temps que vous. On en reparlera peut-être dans l'échange. C'est un autre modèle d'aller vers, j'ai beaucoup aimé l'expression aller vers, et de partage, qui soit fondé sur une autre économie que sur celle du contrat de cession, avec tout ce que ça implique. Il y a saturation aujourd'hui de l'offre. Il y a une limite, un plafond, je ne sais pas s'il est de verre, des moyens publics qui peuvent être dévolus. Et pourtant, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et donc, une minute de rable. Alors, une minute de rable. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Elle a été, évidemment, mon expérience de directeur du Centre national des arts du cirque n'est pas étrangère à ce que je veux évoquer tout de suite. Je vous le nomme. C'est construire dans ce pays, dans les territoires où il n'y a pas de spectacle, une forme d'autodiffusion accompagnée. C'est-à-dire, ce sont les équipes qui portent leur coquilles sur leur dos, qui forcément ont évidemment un outil de diffusion qui correspond à la dramaturgie, à la scénographie de leur spectacle, qui puissent être accueillis dans une forme d'autonomie. J'ai oublié de dire une chose importante dans l'expérience de Gémier. J'imagine que vous vous dites combien de temps fallait pour monter un pareil outil et le démonter. Bien évidemment, le principe était qu'il restait 25 jours sur la place, au même endroit. Donc, si on marie un accompagnement par les collectivités, un terrain viabilisé, parfaitement accessible, repéré, pour moi, c'est du niveau départemental, cet aménagement du territoire. La capacité, justement, de recevoir, d'apporter une garantie de recettes, la durée de l'exploitation, la prise en charge de la communication par la collectivité publique, la prise en charge par la collectivité publique de toutes les formes d'ateliers, d'éducation artistique, et ça, en amont même de la venue d'une équipe, et que cette équipe reste au minimum 10-15 jours, laissant la place ensuite à une autre. Alors peut-être on peut engager quelque chose. Je termine en disant juste que nous avons, dans le cadre de Marseille, capitale européenne de la culture, en 2013, alors que je dirigeais encore le CNAC, initié la chose. C'est-à-dire que concrètement, des représentations ont eu lieu en itinérance sans que le spectacle soit acheté. Et que justement, parce que la durée de la présence qui ventilait sur le nombre de places occupées, le coût du montage et du démontage, faisait que l'économie ne basculait pas. Ok, merci beaucoup, Jean-François.